je vais commencer. Aujourd'hui, je vais parler vite fait de HTTP, les API et REST. Hop, excusez-moi, il y a juste. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, je vais lire le chat en même temps. Bon, déjà, on va commencer un peu par qu'est-ce que HTTP. Et d'abord, pour ça, je vais juste vous parler de deux petites choses avant. Du coup, il y a le IETF, dont je vais parler aujourd'hui un peu. C'est l'Internet Engineering Task Force. Et eux, ça va être les mecs qui vont définir plein de règles sur comment marche Internet. C'est eux qui vont définir HTTP, donc que vous devez déjà quand même un peu connaître si vous allez sur Internet. Mais aussi, genre, comment marchent les mails, comment marchent les adresses IP, comment marche le protocole FTP aussi, si vous connaissez. Ils vont définir plein de choses. Et ils vont définir toutes ces choses-là dans ce qui s'appelle des RFC, donc des Request for Comment. Et globalement, ça ressemble à ça. C'est des documents absolument imbitable quand on commence. Mais en fait, c'est vraiment une source d'information très utile parce qu'ils vont contenir plein d'infos sur comment ça marche. Du coup, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais faire pas mal de références à des RFC et j'essayerai en même temps de les expliquer. Donc, qu'est-ce que HTTP? Donc, c'est Hypertext Transfer Protocol. Ça a été standardisé en 1996, donc dans une RFC, donc pour sa première version. Ça existait déjà un peu avant ça, notamment la W3C avait commencé à travailler sur HTTP, mais ensuite c'est l'IETF qui a repris ça et qui l'a vraiment standardisé. Mais actuellement, c'est vraiment un standard énorme qui utilise un certain nombre de RFC, donc là je les ai même pas toutes listées, mais ça fait déjà quand même, il y a plus d'une dizaine de RFC qui en parlent. Mais dans l'idée, je pense que vous connaissez tous à peu près, parce que dès que vous allez sur un site web, vous avez le petit HTTP au début, ou HTTPS au début, qui indique que c'est ce que votre navigateur web utilise pour appeler un site web. Donc en fait, HTTP, ça se base sur des principes assez simples. Donc c'est client-serveur. Donc c'est toujours le client qui va initier la requête. Donc c'est vous tapez une URL, ça va demander au serveur, tiens, donne-moi cette page-là. Le serveur va répondre et c'est fini. C'est stateless, donc ça veut dire ça que si vous avez une requête et qu'ensuite vous faites une deuxième requête, le serveur, lui, il va pas savoir que vous en avez fait que vous avez déjà fait une requête. Il y a des méthodes pour que le serveur s'en souvienne. Donc une des méthodes les plus connues, c'est les cookies, qui va permettre de garder un état entre chaque requête. Mais de base, chaque requête est indépendante l'une de l'autre. Donc ça va se baser aussi sur des URI. Ça, c'est juste la barre d'adresse que vous aurez dans votre navigateur. Et des méthodes qui sont des verbes qui servent à donner un certain nombre d'opérations. J'en reparlerai un peu plus tard, mais notamment on va pouvoir dire get pour récupérer des informations, post pour envoyer des informations. Donc une requête HTTP, donc ce que votre navigateur pourrait envoyer, ça ressemblerait à ça. Donc en rouge, on a d'abord ce qui s'appelle la méthode, donc c'est ce dont je parlais. Donc il y en a un peu moins d'une dizaine et qui servent à dire quelle opération vous voulez effectuer. Ensuite, vous avez le chemin de la ressource sur laquelle vous voulez travailler. Si vous voulez charger une image, par exemple, vous pourriez avoir ici le chemin de l'image. Vous avez ensuite le protocole et la version utilisée. Donc actuellement, la dernière version, c'est HTTP 2.0, mais il y a encore HTTP 1.1 qui est beaucoup utilisé, sachant que il n'y a pas énormément de différence du point de vue du développeur entre les différentes versions de HTTP. Ça va surtout être au niveau de l'infrastructure, que normalement vous n'avez pas à gérer, que ça va changer beaucoup de choses. Ensuite, il y a un certain nombre de headers, donc ils vont donner plein d'informations aux clients. Donc là, on va savoir que host, ça va être le site web sur lequel vous essayez d'accéder. Vous allez pouvoir lui dire quel format vous voulez qu'on lui renvoie en réponse, par exemple. Donc vous avez tout un tas de headers, donc ça c'est vraiment de la metadata. Et ensuite, vous aurez un body. Et du coup, le body, ça peut être un peu ce que vous voulez. Donc ici, par exemple, c'est du JSON. Donc on a aussi dit justement dans l'header, ce que je t'envoie, c'est du JSON et ça fera 27 octets. Et ensuite, on envoie le contenu en JSON. Et ensuite, le serveur, lui, de son côté, il va répondre. Du coup, il va rappeler, lui, il dit OK, je suis bien en HTTP 2.0 comme tu le voulais. Il va dire, par exemple, 200 OK. Donc ça, c'est un code qui sert à dire que tout s'est bien passé. Il va aussi renvoyer un certain nombre de headers
qui pourront être les mêmes ou différents par rapport à la requête. Et enfin, il va dire la réponse. Donc là, par exemple, dans sa réponse, dans le body de la réponse, il y a du HTML. Donc on va vite fait parler des méthodes, sachant que les méthodes, il y a 3 catégories. Du coup, il y a des méthodes qui vont être dites safe, donc en français c'est sûr. Donc c'est des méthodes qui ne vont rien changer sur le serveur. Elles vont juste récupérer une information sans rien changer. Il y a les méthodes qui se disent idempotent. Donc ça, c'est un mot qui veut dire que si vous faites l'opération une fois ou plusieurs fois, c'est exactement la même chose. Typiquement, si vous avez un texte et que vous le supprimez, une fois qu'il a été supprimé, si vous redemandez sa suppression, il est déjà supprimé, donc ça ne change rien. Vous pouvez le faire une fois ou 10 fois, le texte à la fin il n'existe plus, ça ne change rien. Contrairement à si vous dites par exemple ajoute-moi la lettre E à la fin d'un texte, si vous l'appelez 2 fois, à la fin vous aurez 2 fois la lettre E. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas idempotent. Et cacheable, ça veut dire que la réponse peut être mise en cache. Donc là, l'intérêt, ça va être quand vous allez récupérer une info, vu que c'est sur du réseau, ça peut prendre du temps, les connexions ne sont pas forcément très, très puissantes, surtout si vous êtes sur mobile en 3G par exemple, ça veut dire si jamais tu as déjà l'information, tu n'as pas besoin de me la redemander, parce qu'en fait tu as déjà la réponse. Donc les différentes méthodes que vous allez souvent voir, donc si je rappelle, la méthode c'est ce qu'on voit juste au début ici, qui va définir l'opération qu'on veut faire. Donc la première qu'on voit le plus souvent, c'est get. Ça va être pour récupérer la représentation actuelle d'une ressource. Donc ça, comme je disais, c'est safe parce qu'on ne modifie rien. Et c'est cacheable. Donc ça veut dire que si vous avez déjà récupéré l'information, vous n'avez pas besoin de la redemander. Du coup, ici, je vais vous montrer un petit exemple. Du coup, ici, si je vais prendre... on va prendre Google, par exemple. Et là, on va faire appeler sur Google avec une requête get. Et lui, ce qu'il va me renvoyer, c'est la représentation actuelle de la page Google en HTML. Vous allez aussi avoir head, qui ressemble un peu, ça marche comme get, mais au lieu de renvoyer toute cette représentation HTML, il va me renvoyer au-dessus que les headers. Donc là, ici, avec get, j'ai l'intégralité, avec les headers et le body. Avec un head, je n'aurai que les headers, et du coup, là, si je vous montre, hop, voilà. Et du coup, ça peut permettre d'avoir des informations sur la ressource avec laquelle vous travaillez. Ensuite, vous avez post. Alors, post, c'est quelque chose qui est un peu moins compris. Souvent, on dit que post, ça sert à créer. Parfois, on dit que ça sert à modifier. Alors, si on prend la RFC, post, ce que ça dit demande à la ressource de traiter la requête selon sa sémantique spécifique. Ce qui... si on est un peu honnête, ne veut absolument rien dire. Mais en fait, ce que ça veut dire, post, c'est que vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, et ce sera à votre API ou à votre serveur de définir qu'est-ce qu'il veut en faire. Donc ça peut servir à modifier, ça peut servir à créer, ça peut servir à plein d'autres choses. Techniquement, vous auriez le droit de faire la même chose qu'un get, et donc de récupérer l'info via post. C'est pas le plus efficace, mais ça marche. Selon la spécification aussi, post peut être mis en cache. En pratique, la majorité des implémentations ne vont pas le mettre en cache parce que c'est quelque chose qui a tendance à beaucoup changer. Et du coup, ce n'est pas safe parce que vous pouvez modifier l'état du serveur avec post. Ensuite, vous avez put. Ça remplace la ressource par la valeur de la requête. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez un texte, en put, vous allez dire tiens, prends un autre texte, ça va complètement effacer ce que vous aviez avant et ça va le remplacer. Et si vous n'aviez pas de texte, ça va en créer un et ça va mettre la valeur que vous lui avez donnée. Donc avec put, vous êtes obligé d'envoyer une ressource complète. Et du coup, là, ce n'est pas safe, puisque vous allez modifier, mais c'est idempotent. Donc, parce que si vous remplacez, si vous le dites remplace-moi le texte par A, si vous le demandez une deuxième fois, ce sera toujours A, ça n'aura rien changé. Et enfin, la dernière des méthodes couramment utilisées, c'est delete. Et donc là, ça dit, la définition qu'il donne, c'est supprime l'association entre la ressource et sa fonctionnalité courante. Alors, la définition est un peu compliquée, mais en gros, ça veut dire qu'on peut supprimer la ressource. Ils l'ont formulé de cette manière-là juste parce qu'en fait,
le serveur n'est pas obligé de supprimer réellement la ressource, il peut la garder. C'est juste qu'ensuite, si vous faites un get dessus, vous n'y aurez plus accès. Mais c'est juste que dans l'implémentation de la requête, vous n'êtes pas obligé de complètement supprimer du disque dur. Et donc c'est aussi idempotent parce que comme je le disais tout à l'heure, une fois que vous l'avez supprimé, si vous demandez de resupprimer, ça ne changera rien de plus. Vite fait, si vous regardez, parce que du coup c'est possible, si je vais juste reprendre ici mon navigateur web, si on ouvre l'inspecteur et qu'on va dans le network, lorsqu'on charge la page, ici on peut voir les requêtes qui sont faites. Et du coup là, celle que je vous présente là, c'est certaines requêtes que vous pourrez voir dans votre navigateur, mais en général on les utilise un peu moins, à part patch. Donc connect, ça vous pourrez le voir uniquement si vous utilisez un proxy, donc ça sert à se connecter au proxy. Options, ça sert à récupérer des informations sur la page, notamment pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de développement web, vous avez peut-être déjà eu des erreurs CORS, C-O-R-S. Et en fait, c'est cette requête option qui va récupérer les informations sur les CORS et savoir s'il a le droit de se connecter ou pas. Du coup, dès que vous avez des erreurs de CORS, vous verrez quelque part dans l'onglet Network de votre navigateur qu'il y a une requête option juste avant. Trace. Ça, c'est utilisé uniquement si vous voulez faire un peu de debugging. La plupart des serveurs évitent de l'implémenter parce que ça ouvre aussi des failles de sécurité. Mais tout ce que ça va faire, c'est que le serveur va vous renvoyer votre requête. C'est comme un écho, en fait. Et le but, c'est de voir s'il a bien reçu votre requête de la bonne manière. Et du coup, patch, que je mets un peu à la fin, puisque en vrai, dans les API REST, c'est un peu dangereux de l'utiliser. Mais j'en parle quand même. Du coup, patch, c'est... applique un ensemble de changements décrits par l'entité de la requête à la ressource. Donc, il me semble, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, patch? C'est, vous allez devoir passer une opération. Donc, par exemple, vous pouvez dire, là, on aura un objet quelconque. Et vous pouvez dire, dans cet objet-là, ce champ-là, je veux l'enlever. Mais maintenant, je veux en rajouter un autre, et voilà la valeur. Ou alors, je veux le remplacer par cette valeur. Du coup, en fait, c'est à vous de définir un ensemble d'opérations à appliquer. Je le précise parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui pensent que patch c'est juste pour faire une mise à jour partielle et que du coup on peut juste envoyer partiellement une ressource. Donc pour un exemple ici, imaginons que vous avez un article de blog. Donc votre article de blog pourrait avoir un titre, il pourrait avoir une description. Et on va mettre que ça pour le moment. Et il y en a qui pensent que du coup on peut faire un patch en disant, en envoyant que la description pour la mettre à jour. De base, patch ne permet pas de faire ça. Du coup, il faudrait utiliser par exemple ce que je mettais ici, la replace, en disant le chemin, donc c'est la description du coup avec la nouvelle valeur. Un peu plus tard, ils se sont rendus compte que c'était un peu lourd. Du coup, ils ont autorisé à faire ce genre d'update partiel via ce media type là, donc application merge patch plus JSON, et qui autorise à faire ça. Mais c'est pas le comportement par défaut de patch. Et en général, j'aurais tendance à vous conseiller de plutôt vous contenter de post et put. Et du coup, une fois que vous aurez envoyé cet ordre-là au serveur, lui, de son côté, il va devoir répondre. Et du coup, comme je vous montrais tout à l'heure, donc tout à l'heure, j'avais montré 200 OK. Et en fait, le serveur va avoir un certain nombre de codes qu'il va pouvoir renvoyer pour dire comment s'est passée la demande. Et c'est regroupé en 5 catégories. Donc tous les codes qui commencent par 1, ce sont des codes d'information. Tous les codes qui commencent par 2, c'est des codes de succès. Ceux qui commencent par 3, des codes de redirection. Ceux qui commencent par 4, des erreurs qui viennent du client. Donc il a envoyé une mauvaise information par exemple. Et les erreurs qui commencent par 5, c'est des erreurs du côté du serveur. D'ailleurs, les erreurs du côté du serveur, ça peut être du serveur, vraiment du serveur final. Ça peut être aussi des erreurs au niveau d'un proxy, par exemple. Si votre proxy n'arrive pas à se connecter au serveur final, ce sera aussi une erreur de type 500 quelque chose. Donc bon, les codes d'information, je pense que vous les verrez assez rarement. Mais ça existe. Donc il y a
le 100 continue. Donc ça indique qu'une partie de la requête a été reçue et n'a pas été rejetée par le serveur et qu'il attend la suite de la requête. C'est notamment si vous essayez d'envoyer au serveur un très gros fichier, ce que le client peut faire, il va pouvoir faire une requête spéciale en envoyant qu'un bout du fichier en disant « Tiens, ça c'est le premier bout du fichier, je t'envoie la suite ». Et le serveur, il va dire vas-y, j'ai bien reçu le premier bout du fichier, maintenant tu peux m'envoyer la suite. Et du coup, le client enverra la deuxième partie du fichier, et le serveur dira continue jusqu'à ce qu'il ait tout reçu, auquel cas il pourra indiquer 200 pour dire qu'il a bien tout reçu. Et il y a 101 switching protocols. Donc ça veut juste dire que par exemple, vous allez demander du HTTP 1.1 au serveur, et le serveur il dit ah bah non, moi je voudrais qu'on passe en HTTP 2.0. Et du coup il va vous dire 101 switching protocols, il va vous dire bah tiens, passe à la nouvelle version de HTTP. Donc ensuite vous avez les codes de succès. Donc les plus courants que vous allez rencontrer, c'est ceux-là. Donc il y a le 200 OK, ça veut juste dire tout s'est bien passé. Il y a le 201 created, donc qui dit tu m'as demandé de créer quelque chose et ça a correctement été créé. Il y a la 202 accepted, donc ça c'est un peu comme un 200, mais ça veut dire que la requête n'est pas forcément déjà traitée. Ça peut être utile si vous voulez effectuer des opérations asynchrones. Par exemple, si vous voulez recevoir, vous faites une requête pour recevoir un gros fichier par mail, parce que vous ne pouvez pas juste le télécharger depuis le serveur. Et vous dites, au moment où vous allez relancer votre requête, le serveur va dire 202 accepté. Il va bien essayer de vous envoyer un mail. Ça se trouve, il va pas réussir à vous envoyer le mail, ou il va y avoir d'autres soucis, mais dans l'immédiat, il a accepté votre requête. Et 204 no content. Donc là, c'est comme un OK, mais c'est quand le serveur n'a rien à vous dire. Vous dites par exemple, créez-moi une ressource. Non, pas créez-moi, plutôt dit supprimez une ressource, c'est souvent utilisé pour la suppression. Et si ça s'est bien passé, il n'aura rien de plus à vous dire. Il va juste vous dire ok, ça s'est bien passé, ça a été supprimé, 204 no content. Il vous enverra pas de body parce qu'il n'aura rien de plus à dire. Ensuite, vous allez avoir des codes de redirection. Donc là, il y en a pas mal. Mais en pratique, on va utiliser surtout les deux nouveaux, je pense. Du coup, il y a 301 pour les redirections permanentes. Ça, c'est aussi beaucoup utilisé, alors en dehors des API, mais juste au niveau de tous les serveurs, lorsque le serveur supporte HTTPS et que du coup la version sécurisée, et que vous allez sur la version non sécurisée. Et lui, ce qu'il va vous dire, c'est qu'il va vous faire un code 301 en lui disant tiens, va plutôt ici, c'est la version sécurisée. Vous avez aussi 302, c'est la même chose, sauf que ça veut dire que c'est temporaire. Peut-être que dans une heure, il n'y aura plus de redirection. Ça va plutôt être utilisé, par exemple, si vous essayez d'accéder à un site, mais que temporairement, il a un problème, et du coup, il va vous afficher un message d'erreur en mode « Ah, le site est surchargé », et du coup, il va vous mettre il va vous dire voilà, va sur cette page-là en attendant, et plus tard, peut-être que tu n'auras plus besoin d'y aller. 303 C-Other, ça c'est une redirection un peu marrante parce que souvent, quand les redirections, ça sert à aller sur la nouvelle page de la ressource. Alors que 303 C-Other, ça veut dire je vais pas te donner ta ressource, je vais même pas te dire où elle est, mais tiens, je te montre une autre page qui pourrait t'intéresser. Ensuite 304 not modified, donc ça c'est il y aura des règles un peu dont je parlerai plus tard qui sert à gérer le cache, donc les informations que le client garde chez lui, et parfois il va demander tiens passe-moi l'info, et il va donner par exemple un hash du fichier qu'il a déjà, et si le hash le serveur voit que ça correspond, et il va pas renvoyer le fichier, ce serait trop lourd, il dira juste j'ai pas besoin de te le renvoyer parce qu'en fait la version que tu as elle est bonne. Et après et ça elles sont particulièrement utile pour des API, c'est 307 et 308, donc qui sont des redirections temporaires et permanentes, donc un peu comme 301 et 302. Mais la différence, en fait, c'est que quand vous faites un 301, le client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rediriger la page, mais si vous faisiez par exemple un post sur /A et qu'il vous dit va sur /B, et le client automatiquement va faire un get sur /B, alors que vous voudrez que ça reste en post. Et ces deux nouveaux codes plutôt, 307 et 308, vont indiquer que si tu étais en poste, tu fais la redirection et tu restes en poste. Donc ça, c'est plutôt utilisé
pour les sites web, puisqu'en général, on veut, après la redirection, que le navigateur web repasse en GET, tandis que là, pour des API, c'est vraiment plus utile. Ensuite, il va y avoir du coup toutes les 400, donc les codes d'erreur client. Du coup, l'erreur de base, c'est la bad request. Ça veut dire que le client a fait quelque chose et juste c'était pas valide. Vous avez le 401 qui veut dire unauthorized. Donc le client n'a pas le droit d'accéder à la ressource, soit parce qu'il n'est pas connecté, ou soit parce que la connexion qu'il a fait n'est pas bonne. Donc ça, c'est dès que vous avez des pages sécurisées via mot de passe, par exemple, vous pourrez avoir ce genre de code. 403, Forbidden. Ça ressemble pas mal au 401. La différence, en fait, c'est que l'erreur ne vient pas forcément d'une erreur de connexion. 403, ça peut être, par exemple, si vous n'êtes pas dans le bon pays, maintenant on a de plus en plus de blocages dus à la localisation, vous pourrez avoir 403 Forbidden, t'es pas dans le bon pays. Vous aurez aussi 404 Not Found, donc ça je pense que la plupart des gens le connaissent, donc qui veut dire que ça n'a pas été trouvé. 405 Method Not Allowed, aussi très utile du coup pour les API. Ça veut dire que l'URL existe, donc c'est pas un 404 Not Found, mais peut-être que vous êtes en train de faire un post dessus, alors que sur cette URL là, il n'a que le droit de faire des get. Et du coup on va vous dire non, t'as pas le droit de faire de post ici. Ensuite, quelques autres en plus, pareil, qui ne servent que pour des API. Vous pourrez avoir 406 Not Acceptable. Donc si je reviens vite fait à mon exemple ici, j'étais en train de post et j'étais en train de dire accept. Accept, ça veut dire c'est ces formats-là que moi je veux en retour. Et par exemple, on pourrait dire en retour, moi je veux du texte /HTML. Et le serveur, peut-être que lui, il veut pas répondre en HTML, peut-être que lui, il veut répondre que en JSON. Et du coup, dans ce cas-là, il pourra dire not acceptable. C'est pas acceptable de renvoyer du HTML pour lui. 409 conflict. Du coup, ça va indiquer un conflit. C'est surtout utile avec put. Du coup, quand vous allez tenter de changer la ressource, et bien par exemple, vous êtes en train de mettre à jour la version 1, mais quelqu'un a déjà mis à jour vers la version 2. Et du coup, on va vous dire 409 conflict parce que ça a déjà été mis à jour et si vous continuez, vous allez effacer le travail de quelqu'un d'autre. Il y a 410 gone, c'est comme 404, sauf que ça veut dire qu'un jour la ressource a existé. Maintenant, elle n'existe plus, mais le serveur indique qu'un jour elle a existé. On le voit assez rarement, puisqu'en général, les serveurs n'essayent même pas de garder cette information, et du coup, ils renvoient juste 404. Mais ça pourrait donner des informations en plus. 412 precondition failed, j'en reparlerai un peu plus tard. Et 415 unsupported media type, c'est comme le not acceptable, mais là, au lieu de dire, ici ça disait ce que tu me demandes comme format de réponse n'est pas correct, tandis que celui-là dit ce que tu m'envoies comme format de requête n'est pas correct. Et enfin, les codes d'erreur serveur, il y en a plus que ça, mais en pratique, celui avec lequel vous devez le plus travailler en tant que développeur d'API, c'est le 500 Internal Server Error, qui indique que le serveur a rencontré une erreur qui n'était pas prévue. Parce que globalement, tous les 400, en fait, c'est le client qui a envoyé quelque chose, vous avez testé, vous avez vu, c'est pas ce à quoi je m'attends, je te dis, t'as fait une erreur. Normalement, c'est une erreur serveur, c'est qu'il y a vraiment un truc qui s'est mal passé, donc il n'y a pas besoin dans le code HTTP de donner plus d'informations que ça. Donc ensuite, les headers. J'ai oublié, tiens, hop, ici, c'est pas grave. Les headers de requêtes que vous allez pouvoir envoyer au serveur. Vous avez le premier, donc cache control. Donc c'est un header qui va pouvoir vous aider à donner plein d'informations sur comment vous voulez gérer le cache de la ressource. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, vous pourrez aller voir la RFC ou le MDN. Le MDN a pas mal d'informations sur les headers aussi. Et
et ça va donner du coup toute l'information sur comment ça va être mis en cache. Donc l'objectif, c'est d'éviter d'avoir trop d'appels HTTP et ça du coup réduit la consommation en bande passante. Vous avez le header host. Ça indique à quel site web vous vous connectez. Du coup, là, pareil, si je reprends l'exemple qui était au-dessus, ici, en fait, dans host, on a passé une page web. Alors, ce header-là, avant, n'était pas nécessaire. Maintenant, il est de plus en plus. C'est juste parce que, normalement, on se connecte à une IP. Et du coup, il y a un serveur qui écoute. Mais maintenant, de plus en plus, c'est sur une même IP, on va héberger plusieurs serveurs. Et du coup, le header host, enfin plusieurs serveurs web, et du coup, le header host va dire quel serveur web on veut taper sur cette IP en particulier. Range, du coup, ça sert à dire les bytes qu'on veut récupérer. C'est très utile notamment pour quand on veut télécharger des gros fichiers. C'est ça qui permet de reprendre le téléchargement avec certains sites, puisqu'en fait, on va télécharger par exemple les 1000 premiers bytes, et le téléchargement a été interrompu, et ben avec Range, on va pouvoir dire télécharge les bytes qui sont après le millième. Et du coup, il va pouvoir reprendre le téléchargement comme ça. Sur Internet, il y a quelques sources qui disent qu'ils utilisent des ranges pour d'autres choses. Mais en fait, la spec est assez claire là-dessus. Elle dit qu'il n'y a que les bytes qui sont autorisés. Il y a les if. Et c'est là que le precondition failed dont je parlais tout à l'heure va être utile. Les if, il y en a plusieurs. Notamment, le plus utile, c'est if match. Et en fait, le serveur, il va pouvoir envoyer une sorte de petit hash lorsque vous faites un get de la ressource. Et vous, quand vous allez essayer de modifier la ressource, vous allez pouvoir faire if match le hash donné. Et si jamais le hash entre-temps a changé, et ben le serveur pourra vous dire 412 precondition failed. Et notamment, ça vous permet d'éviter aussi, de la même manière que le 409 conflict, d'écraser ce qu'un autre utilisateur aurait pu faire. Donc c'est assez utile. Accept, j'en ai déjà parlé un peu, donc ça sert à dire qu'est-ce que vous voulez comme format dans la réponse. Vous pouvez dire par exemple accept application / JSON, et du coup le serveur essaiera de vous renvoyer du JSON. Vous pouvez en indiquer plusieurs, du coup vous pouvez avoir une liste de préférences. C'est très utile pour en fait ce qu'on appelle la négociation de contenu. Du coup vous allez pouvoir dire par exemple moi j'accepte le JSON et le XML. Et le serveur, lui, il va voir sa liste, il va dire moi je peux renvoyer du XML ou du HTML. Et du coup, il va comparer ce qu'on lui demande et ce qu'il peut faire. Et là, dans ce cas-là, il va renvoyer du XML parce que c'est quelque chose qui était en commun entre l'appelant et lui, ce qu'il est capable de faire. Et du coup, aussi le header authorization, avec mon anglais magnifique, du coup, qui sert à alors, ça offre plusieurs moyens pour se connecter au site. Notamment, si vous utilisez des JWT, souvent vous aurez le header authorization en mode bearer, du coup, et après vous aurez votre JWT. C'est pas le seul moyen de passer ces informations. Il y a aussi les cookies, mais les cookies, j'en parle pas trop puisque normalement vous n'avez pas à les gérer manuellement. Les cookies, c'est toujours géré automatiquement par votre client, donc que ce soit le navigateur web ou en général par les libs HTTP que vous utiliserez. Alors que authorization, c'est bien quelque chose qu'il faut gérer à la main. Et du coup, la réponse, elle aussi, va pouvoir avoir des headers, du coup, comme je le disais, plutôt qui peuvent être différents. Donc la réponse va aussi pouvoir donner des informations sur comment gérer le cache. Elle va pouvoir dire, tiens, là je t'envoie une information, et cette information, elle devrait être valable à peu près 1 heure. Donc pendant 1 heure, tu n'as pas besoin de me la redemander, par exemple. Vous avez expires aussi, donc ça va être avec le cache control, en fait, ça va être tout ce qui est gestion du cache pour indiquer au client combien de temps il peut garder l'information en mémoire. Location, ça c'est utile pour tous les codes 300, donc tous ceux qui concernent des redirections. Ça va dire vers où il faut rediriger. C'est aussi utile lorsque vous faites une création, parce que parfois vous dites tiens je veux créer un nouvel utilisateur, et le serveur va pouvoir renvoyer un code created, donc c'est 201
Oui, c'est 201. Et il va vous dire en plus la location pour vous dire où se trouve le nouvel utilisateur que vous venez tout juste de créer. Vous avez warning. Donc warning, ça sert à donner des informations un peu d'erreur, un peu plus précises que les codes HTTP. Parce que les codes HTTP, ils essayent de viser un peu large, mais parfois vous voulez donner vraiment une erreur plus précise et du coup il y a warning. Il y a itag. Itag, c'est le petit hash dont je parlais tout à l'heure qui va avec if match. Donc le serveur peut générer cet itag pour dire voilà le hash de ce que je t'envoie. Donc last modified, ça c'est juste une information pour dire voilà la dernière fois que cette ressource a été modifiée. Le www authenticate, en fait ça va aller avec l'erreur 401 unauthorized. Et en fait, quand vous êtes unauthorized, le serveur normalement est censé vous dire comment est-ce que vous pouvez faire pour lui envoyer des informations valides. Et link, ça sert à donner des ressources qui sont liées à la ressource courante. Si par exemple vous êtes sur un blog et que vous chargez un article, et ben il pourrait vous faire un link pour dire où est-ce que se trouve, comment avoir l'information de l'auteur par exemple. Et du coup ce sera un peu intéressant aussi de comprendre ça quand on va un peu plus parler de REST ensuite. Bon, du coup là il y avait beaucoup d'informations sur HTTP. Donc on va juste faire une petite pause pour parler de ce que c'est une API, puisque ça va être assez important pour la suite. Donc une API, c'est une interface entre deux programmes. Donc nous, dans notre cas, les deux programmes, ça va être un serveur web et un client web. Typiquement, un navigateur par exemple. Mais pas forcément. Vous pourrez, en termes d'API, vous pouvez avoir plein de choses. Si vous utilisez une librairie, quel que soit le langage que vous faites, il y a de bonnes chances qu'elle expose une API. En fait, la liste des fonctions que vous pouvez appeler, c'est l'API de la librairie. Et ensuite, tout le reste, ça va être de l'implémentation. L'API définit juste, voilà comment tu peux appeler, et voilà ce que tu auras en retour. Et ensuite, la lib en elle-même, ça va être l'implémentation de cette API. Et du coup, ça définit un contrat. L'API, vous allez pouvoir dire... voilà, tu peux me... Du coup, dans le cas d'une API web, vous voulez dire, voilà, si tu me fais un post sur /a, eh ben, je vais te créer quelque chose. Et c'est un contrat. Le serveur s'engage à ce que, lorsqu'on fait un post sur /a, quelque chose soit créé. Et en web, eh ben, pour faire des API, il y a plein de méthodes différentes. Du coup, il y a REST, il y a du RPC, il y a GraphQL, il y a Falcor, il y a SOAP. Actuellement, du coup, SOAP était très populaire dans les années 90 et début 2000. Maintenant, on n'en entend plus trop parler. GraphQL est vraiment très populaire maintenant, donc c'est quelque chose qui a été lancé par Facebook et ça marche vraiment bien. Mais nous, on va surtout parler de REST aujourd'hui, qui c'est souvent l'architecture qui est la plus citée, mais en fait, c'est pas la plus utilisée, parce que souvent REST est assez mal compris. Et souvent, ce que les gens font, c'est du RPC. Les gens font du RPC, mais du coup, moi, aujourd'hui, le but, ça va être de vous expliquer vraiment comment faire du REST. Donc, REST, qu'est-ce que c'est ? Donc, REST, c'est une architecture définie en 2000 par Roy Fielding dans, du coup, sa thèse de doctorat, donc, qui est juste ici. Donc, assez indigeste aussi, mais dans le chapitre 5, il donne un exemple d'architecture réseau, et donc son exemple d'architecture réseau, c'est REST. Sachant que cette personne-là, Roy Fielding, c'est pas un débutant, il sait bien de quoi il parle quand il parle de REST, puisque si je reviens vite fait dans la RFC HTTP ici, on voit qu'il est là aussi, le mec a aussi écrit beaucoup de spécifications liées à HTTP. Donc il s'y connaît vraiment bien. Et aussi une particularité de REST qui est assez peu connue, c'est qu'en fait, c'est indépendant du protocole. Souvent, quand on parle REST, on pense à HTTP. C'est pas le cas, une API REST n'est pas forcément sur HTTP, mais j'en reparlerai un peu. Du coup, quand vous faites des API web, en général, ce sera des API HTTP. Et après, si elle respecte tout un tas de conditions, ça pourra être, en plus de ça, une API REST. Donc, les contraintes de REST, du coup, il y a tout un tas de contraintes à respecter pour être une API REST.
Et c'est là qu'on voit qu'en fait, la raison pour laquelle c'est souvent un peu confondu avec HTTP, c'est qu'en fait, il y a des contraintes en commun. Donc, REST, c'est client-serveur, comme HTTP. Et comme HTTP, c'est le client qui doit initier la requête, le serveur lui renvoie une réponse. Après ça, c'est fini. REST doit être stateless. Du coup, il ne doit... Si vous envoyez une requête et qu'ensuite vous envoyez une deuxième requête, à moins que vous donniez quelque chose de particulier qui indique que c'est la suite, le serveur lui est pas censé s'en rappeler. Et il doit y avoir une gestion du cache pour éviter d'avoir trop d'appels sur le réseau. En plus de ça, du coup, le REST va définir un certain nombre de règles en plus. Uniform Interface. Donc ça veut dire que dans toute votre API, vous devez être parfaitement uniforme. Ça veut dire normalement la documentation d'une entité de l'API doit permettre de comprendre l'intégralité de votre API. Layered System, ça veut dire que vous pouvez facilement rajouter des parties, des couches en fait dans votre API. Donc, imaginons que vous avez une API et que c'est pour utiliser les utilisateurs. Ben, peut-être qu'un jour vous voudrez changer ça et avoir une séparation, par exemple, entre des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs. Et ben vous pouvez dans votre architecture normalement facilement rajouter une couche devant qui va permettre d'accéder à ce nouveau système. Et enfin, Code on Demand, c'est optionnel en fait. Alors, c'est une contrainte, mais c'est optionnel, c'est un peu bizarre. Mais en fait, ça veut dire que si jamais à un moment, votre client n'est pas capable de gérer certaines parties de l'API, eh ben, il pourrait demander au serveur et dire bah tiens, donne-moi du code qui me permet de gérer ça. C'est un peu bizarre, ça marche pas dans plein de cas, mais le concept est quand même très intéressant. Et il y a aussi d'autres principes qui ne sont pas définis dans les contraintes, mais comme HTTP, REST se base sur des URI. Et en plus de ça, il y a un petit truc qui s'appelle A2AS, donc le Hypermedia as the Engine of Application State. Et en fait, ça, c'est le gros point de REST. Si jamais vous n'avez pas ça, en fait, votre API ne peut pas être REST. C'est quelque chose sur lequel le créateur a beaucoup insisté. Et qu'est-ce que c'est ? Bah là, je vais donner un exemple de réponse d'API. Et donc là, c'est pas fini. Et on voit que c'est assez compliqué. Et qu'en fait, il va donner plein de liens. Il va donner plein de liens sur comment avoir la page suivante, la page la dernière page, comment accéder à l'auteur. Et en fait, votre API REST, normalement, elle doit marcher un peu comme un site web. Sur un site web, quand vous arrivez sur n'importe quel site web, vous n'avez pas à connaître par cœur toutes les URL. Vous cliquez sur des liens et ça vous emmène là où vous voulez. Et ben REST, en fait, normalement, c'est censé être pareil. C'est l'API, dans sa réponse, va donner tout un tas de liens et l'utilisateur n'a qu'à suivre les liens. Ça fait aussi, en fait, que normalement, dans votre client, vous n'êtes pas censé mettre en dur des liens. Vous êtes censé faire une requête, dans la réponse, récupérer le lien, par exemple, de l'auteur, et suivre ce lien. Et du coup, le client n'est censé avoir aucun lien en dur, et ça rend les API REST, en théorie, très facile à changer. Vous pouvez facilement changer les URL ou quoi que ce soit, aucun souci. Donc, on va faire vite fait, avec les 20 minutes qui restent, en fait, un peu de pratique. Du coup, ça va être juste de montrer un exemple de design d'API REST. Donc, je ne vais pas écrire du code. Je vais juste montrer, en fait, comment est-ce qu'on pourrait designer une API REST. Donc, imaginons, on veut faire un blog. Donc, la première chose, en fait, quand on veut designer une API REST qu'on doit faire, c'est de définir nos entités. Du coup, dans un blog, par exemple, vous allez avoir des articles. Vous allez avoir des utilisateurs. Du coup, les utilisateurs qui vont pouvoir soit écrire des articles, soit écrire des commentaires. Du coup, vous allez aussi avoir des commentaires. Hop, je vais augmenter un peu la taille. Hop, mince. Donc là, je prends un cas assez simple. Du coup, dans notre API, je pense qu'il n'y aura pas plus de choses que ça. Et du coup, ensuite, dans ces différentes entités, vous allez vouloir ajouter un certain nombre d'informations.
Donc, la recommandation souvent pour faire des API REST, des bonnes API REST, c'est parce que souvent il y a des gens qui vont un peu réinventer, genre ils vont dire bah tiens dans mon user j'ai un last name, j'ai un first name. Mais il y a un petit site qui s'appelle schema.org. Et en fait, eux, ils ont défini tout un tas d'entités. Donc là, par exemple, des personnes, parfait pour des utilisateurs. Ils ont défini tout un tas d'entités avec des champs qu'ils peuvent avoir. Vous n'êtes pas obligé de les prendre entièrement, mais ça peut donner plein de choses. Et notamment, bah, pour les noms, eux, ils disent ben, ça a un family name et un given name. L'intérêt aussi de passer par ce site, schema.org, c'est qu'en général, ils ont vachement bien pensé les noms des champs. Parce que l'intérêt de donner given name, par exemple, et pas first name, c'est qu'il y a plein de pays dans lesquels le first name, c'est pas le prénom comme chez nous. Donc ça vous permet, en faisant ça, d'avoir une API qui est vraiment plus globale. Elle va être beaucoup plus facilement, ça va être beaucoup plus facile de l'ouvrir à n'importe qui. Du coup, un utilisateur va pouvoir avoir ce nom-là. Il va du coup après, il pourra avoir son anniversaire ou ce genre de choses, mais pour un blog, c'est pas forcément nécessaire. Et on peut chercher ici, et ils ont plein d'autres schémas. Hop, du coup, alors je ne sais plus. Voilà, là du coup, là il y a tous les schémas qu'ils ont. Et tiens, là si on se regarde, ils ont des articles. Ils ont même des news articles. Bah, du coup, on va pouvoir prendre ça. On imagine que nous, on a une API qui sert à faire des articles de news. Et bah, du coup, on va pouvoir prendre, bah tiens, on voit que les articles, ils ont des articles body, du coup, qui va contenir le corps de l'article. Il peut avoir, bah tiens, un word count. Donc là, je vais aller assez vite, je vais pas forcément tout prendre. Mais ah oui, souvent aussi, bah, quand vous avez la liste, vous avez un abstract qui va être une courte description de l'article. Là, on voit qu'il y a le secondary, donc il doit y avoir quelque chose. Ah bah voilà, il y a le creator. Et il va sûrement y avoir aussi une date created et une date modified. Voilà. Du coup, c'est que des informations qu'on peut retrouver ici aussi. Et du coup, la dernière chose qu'on voudrait, c'est des commentaires. Ah bah voilà, hop, il y en a aussi. Je viens même de voir qu'il y a des blogs. Et du coup, les commentaires, ah bah tiens, ils ont ils ont pensé qu'on pouvait les downvote ou les upvote. Ils ont un parent item. Du coup, c'est quand on peut répondre à un autre commentaire. Ils doivent aussi avoir un author, donc la personne qui l'a écrit. Et je suppose aussi qu'ils ont ils n'ont pas un body ou quelque chose comme ça. Du coup, hop. Donc là, je ne vois juste pas, mais il doit avoir quelque part le contenu. Donc je ne sais juste pas comment il l'appelait. Citation. Bon, alors, hop, là, en live, j'ai un peu la flemme de chercher exactement comment, du coup, ça s'est appelé. Faudrait lire le truc, mais on va l'appeler de la même manière. On va l'appeler Comment Body pour le moment. Donc voilà, donc ça, c'est la première étape, c'est de bien définir vos entités. Aussi, quand on est dev web, on a tendance à avoir un rapprochement assez fort entre notre API et notre base de données. Il faut vraiment éviter de faire ça. L'API doit être indépendante de la base de données. Votre base de données peut évoluer. Ça peut même à un moment ne plus être via une base de données, mais via par exemple plusieurs bases de données. Donc il faut vraiment penser ça de manière séparée. Donc une fois que vous avez ça, il faut définir aussi un format qui va servir pour
transférer votre information à l'utilisateur. Comme je disais tout à l'heure, du coup, il y a le Hypermedia as the Engine of Application State qui dit que du coup, vous devez mettre des liens. Vous pourriez dire, ah bah tiens, mon API REST, elle va juste utiliser du JSON. C'est pas une bonne idée, parce que JSON ne permet pas de décrire ces liens. Vous pouvez en mettre, mais dans le cadre du JSON, ça n'aura pas de sens. Enfin, c'est juste, il y aura un lien, mais un lien, c'est la même chose qu'un texte. Pour ça, vous avez des formats spécifiques pour les API REST. Donc, par exemple, ici, il y a le Collection plus JSON. Aussi, il y en a un autre qui est assez connu, voilà, c'est le JSON API. Pareil, qui définit, c'est celui que j'ai pris un exemple plutôt d'ailleurs, et du coup, qui définit comment faire des liens. Et du coup, bah, voilà, ce format-là, Collection plus JSON, et bah, il va définir comment est-ce que vous devez répondre et comment on doit envoyer ça avec les liens. Puisque ici, du coup, on aura le creator qui sera un user. Et ici, on aura l'auteur qui sera un user et on aura le parent item qui pourrait être un commentaire normalement. Et d'ailleurs aussi, il y a ici, j'ai oublié, hop, on peut avoir des comments. Pareil, j'ai pas regardé exactement quel est le bon nom. Mais là, ici, on va mettre ça qui sera du coup un tableau de comment. Et du coup, maintenant, on veut mettre tout ça sous forme d'API. Hop, du coup, je vais essayer de voir. Je vais ouvrir une autre instance pour avoir côte à côte. Et bah, du coup, on va définir d'abord, par exemple, hop, qu'on va récupérer la liste des articles. Et bah, quand on va récupérer la liste des articles, et bien, il y aura ce format-là, en fait, qui va nous définir exactement comment on doit le retourner. Ici, je vais faire un peu plus simple. Je ne vais pas parfaitement respecter ce format pour aller un peu plus vite. Mais du coup, votre article va du coup retourner... Donc là, on demande tous les articles. Du coup, souvent, on fait une différence entre la collection. Donc ici, je demande tous les articles et un article spécifique. Donc ici, on va pouvoir passer la liste des articles. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on ne va passer que le lien ici. Enfin, on va presque passer que le lien. Du coup, on a les articles. On aura des métadatas. Donc là, par exemple, le link, on va dire... là, ça va être l'article 1. Et on va passer juste l'abstract. Et du coup, là, c'est... Et ensuite, on aura peut-être un deuxième article, voilà, et on dit comment l'obtenir. On remarque du coup qu'on n'a même pas besoin avec ce système-là, en fait, de passer certaines informations comme l'ID, qui sont des choses techniques, puisqu'en fait, on dit comment y accéder, et en fait, l'ID de base ne sert que à ça, à dire comment y accéder. Ici, on essaye de ne pas passer trop d'infos pour avoir quelque chose de léger. Et en même temps, on pourrait après passer plus d'infos, mais en général, on va essayer ici d'avoir pas trop d'infos, parce que c'est-à-dire que si un article est modifié, ici, toute la page deviendrait différente. Et c'est quelque chose qu'on veut éviter, parce que sinon, c'est pas très bon pour la mise en cache, dont je parlais déjà. Donc ensuite, on va voir pour avoir un article en particulier. Donc là, on va pouvoir passer comme ça. Le client, lui, en fait, n'a pas besoin de savoir que c'est ça le format, parce que comme je disais, lui, il va juste le lien. En général, on met quand même des liens assez simples, parce que c'est juste plus agréable et plus facile à débugger. Mais en soi, le client, lui, ne devrait même pas avoir à savoir qu'il y a ça. Et du coup, ici, pareil, hop, on va passer l'article, et il aura tout un tas d'informations ici. Hop, je vais prendre ça. Mince. Hop, tu ne veux pas me copier ça? Voilà. Donc ici, en fait, pareil, comme je disais pour la mise en cache, on voudra éviter de mettre le creator, par exemple, et les comments ici. On ne veut pas, parce que ça veut dire que dès qu'il y a un nouveau commentaire, on perdrait la mise en cache, par exemple.
Du coup, c'est en plus de l'article, on va passer les différents liens. Et on va par exemple avoir un lien auteur. Et ben l'auteur, on va dire comment on va passer le chemin de... Enfin, on va dire comment accéder à cet utilisateur, et peut-être que ça va être l'utilisateur 1. On va aussi dire comment accéder aux commentaires. Hop, et ça pourrait être ce chemin-là, par exemple, pour accéder aux commentaires. Et du coup, on va pouvoir faire ce genre de choses, en fait, pour tous, tout simplement. On peut même imaginer, par exemple, pour l'utilisateur. Du coup, là, on a notre utilisateur avec l'ID. Lui, du coup, il a son given name et son family name. Et lui, il va pouvoir aussi avoir des links. Et par exemple, dans les links, il pourrait avoir comment revenir aux articles pour avoir la liste des articles. Et du coup, on va pouvoir avoir hop. Et ça pourrait être, si on va sur ce lien-là, et on aura tous les articles de cet utilisateur-là. Du coup, voilà, ça c'est vraiment le principe de REST. C'est d'avoir des liens, les liens qui permettent du coup d'explorer l'API, parce qu'en fait, si jamais, donc là je n'ai pas mis, en fait on pourrait imaginer aussi une home page, un peu comme on aurait sur un site, qui dirait, pour accéder aux articles, tu vas là. Pour accéder aux users, tu vas là. Et du coup, en fait, moi, en tant que personne qui utilise l'API REST, j'ai juste à suivre le lien. Hop, j'arrive ici, comme je ferais sur un site web. Hop, on me dit, voilà, t'as la liste des articles, j'arrive là. Ensuite, je vais là, j'arrive sur l'article numéro 1. Je suis ça, paf, j'arrive sur l'utilisateur. Hop, je suis ce lien-là, j'arrive à la liste des articles de cet utilisateur-là. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'a été pensé REST, en tout cas, à la base. Du coup, là, ces links-là, REST, vu qu'il est censé être indépendant du protocole et tout, c'est vraiment mieux utiliser un format qui, du coup, les gère, donc, comme les deux dont j'ai parlé, Collection plus JSON ou JSON API. Mais ce dont je parlais un peu plus tôt, hop, ici, c'est que dans HTTP, vous avez le header link qui permet aussi de créer ce genre de lien en plus, donc pas forcément dans le body. Ce qui est notamment utile, en fait, le mieux c'est d'avoir les deux, mais en fait ça fait que si vous faites une requête add sur une ressource, vous pouvez voir toutes les ressources liées. Et du coup, je pense qu'on a fait à peu près le tour, donc j'ai pas couvert tout reste. Ma recommandation personnelle, si vous voulez en savoir un peu plus sur REST, je vous retrouve ça, c'est juste voilà, ce livre-là. Donc ce livre-là, RESTful Web APIs de Richardson et Amundsen, qui donne vraiment beaucoup d'informations sur comment faire des API REST complètes. Il donne aussi pas mal de détails sur HTTP, des détails que les gens ne savent pas forcément, donc c'est un livre très intéressant si jamais vous voulez en savoir plus. Est-ce que vous avez des questions ? Peut-être que éventuellement aussi redonner la possibilité de parler pour ceux qui voudraient. Alors, il y a le lien pour le livre. Alors, où est-ce que j'ai... Ah mince, je l'ai fermé. Je vais le rouvrir. C'est sûr. Yep. Alors, ça couvre un peu moins large, mais sur mon blog, hop, ici, il y a pas mal des liens. Hop, du coup, je le revois ici. C'est un peu un résumé, ça recouvre pas tout ce que je viens de dire ici, mais il y a pas mal de liens qui sont présents dessus.
Ok, bon ben, si vous n'avez pas d'autres questions, et ben c'est tout pour moi. Et vous pouvez reparler si vous voulez, d'ailleurs, comme McDrien l'a dit.